Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce jour, ce lundi 11 décembre 2017, ce sera avec Michel Tchadia, le patron du journal Loire Les Vainqueurs, et Mathis Ogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, et Jacques Diakouti qui va nous rejoindre. Nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité sur le plan politique, la nouvelle posture du gouvernement togolais qui évoque ces mesures d'apaisement. Que se passera-t-il à partir de maintenant? Nous allons nous interroger beaucoup plus sur cette question. On reviendra sur le sujet. Bienvenue. Mais d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Le confrère Liberté évoque ou publie un dossier ce matin sur le cas Kossi à Boka et la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Le journal évoque l'opacité, le détournement, la surfacturation avec les sociétés écrans, donc la corruption. Comment le réseau Aboka et ses complices au sommet de l'État fonctionnent, c'est ce que le confrère décrypte ce matin. Vous lirez l'article, le dossier à la page 4 du journal. Le grand reportage sur la ville de Sokodé, le retour de la vie et de l'imam Hassan. Les images donc à la une du journal, beaucoup de monde au domicile de l'imam. Après sa libération, vous lirez l'article, en tout cas la page du journal. Volonté du gouvernement de se poser en médiateur. L'opposition rappelle que, le RPT Unir est un protagoniste de la crise. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le cas de Kako Mbukpo, au nom du franc CFA, Kako Mbukpo abusivement licencié de la francophonie. Vous pouvez lire l'article dans le journal Liberté, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Nouvelle Opinion aussi. Enfin, des portes sûres pour la tenue du dialogue. Le gouvernement prend de la hauteur et accepte des préalables de l'opposition. Vous lirez l'article dans le journal. Unir continue de tisser sa toile de conquête après le mouvement des femmes Malik Nachaba pour patronner la jeunesse. L'article est à lire dans le journal. Régulation de l'auto-emploi dans le secteur informel. La DOSI initie les mutuelles qu'elle accompagne à l'entrepreneuriat. Et puis, au début du programme de réparation, 337 victimes bénéficieront d'un accompagnement financier et d'une prise en charge psychomédicale à partir de demain. Le confrère Nouvelle Opinion revient sur le sujet. Il y a aussi le journal le collecteur qui est dans le kiosque ce matin, avec l'entretien exclusif de Jean-Pierre Fabre, le chef des filles de l'opposition, qui dresse le bilan de la crise et les contours du dialogue. Jean-Pierre Fabre, en politique, la naïveté peut être fatale, a-t-il déclaré dans l'interview. Vous lirez l'interview à la page 4. Vrai, faux dialogue annoncé, le gouvernement affiche ses intentions, c'est ce que conclut le journal Le Collecteur. Et puis l'imam Hassan Mola de Sokodé, à sa sortie de prison, il tacle tout de suite. Tous ceux qui n'aiment pas le changement sont des hypocrites. L'article est à lire dans le journal. Et puis Émergence Capital a célébré l'entrepreneuriat et la croissance dans l'espace du Yomoa à Lomé. Les détails sont à lire dans le journal Le Collecteur. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est La Dépêche. Solution à la crise politique, le gouvernement donne des signaux positifs. Les imams de Sokodé et de Bafilo libérés, écrit notre confrère. L'éditorial du journal, La décrispation inachevée, écrit le journal. Les détails sont à lire donc dans le journal La Dépêche. Et puis le H-Crune qui démarre le volet des indemnisations aujourd'hui. Vous lirez également un article sur le forum sur l'entrepreneuriat des jeunes dans l'espace UMOA. Il faut créer la richesse pour la partager. Les détails sont à lire dans le journal La Dépêche. Alors dans les kiosques ce matin, outre La Dépêche, vous avez le journal Le Collecteur. Il y a le quotidien Liberté également. Nouvelle Opinion est aussi dans les kiosques. Pour ne citer que ces journaux-là. En tout cas pour ceux que nous avons en studio ce
Retour en studio avec mes confrères Elom Antisobré. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Michel Tchadian aussi est avec nous, le patron du journal Loire Les Vainqueurs. Bonjour Michel. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Je voudrais d'abord que nous commencions avec cette nouvelle question et malheureusement chaque fin d'année le sujet revient sur le tapis, les produits qui sont liquidés sur nos marchés. Il se trouve qu'il y en a pas mal qui ne sont pas bons à consommer. Et la semaine dernière, le ministère de la Santé a donné une alerte sur des produits laitiers qui sont contaminés sur le marché. Et donc, vous en avez parlé l'autre fois. Il s'agit principalement de 2 produits. Oui, il s'agit principalement de 2 produits selon les investigations du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Je pense que c'est le lait Pico et le lait Millumel. Oui, le Millumel, c'est ça. Et il y a un 3e produit qui est également qui porte également la marque Pico, mais qui a un autre nom qui s'appelle Petit Junior, en fait. Donc, c'est 3 produits essentiellement sur le marché avec des poids différents. Vous avez des boîtes de 350 grammes, vous avez Millumel de 900 grammes et l'autre de 450 grammes. Mais c'est destiné uniquement à la consommation infantile, des tout petits, de premier et de deuxième âge. Et donc, l'affaire est partie comment? L'affaire est partie de la France, de l'Europe beaucoup plus, avec le groupe Lactalis, oui, voilà, et qui a essayé d'introduire sur le marché des produits laitiers contaminés à la salmonelle. Et donc, ça fait le tour du monde. Vous avez vu sur les sites, il y avait une ébullition autour de cette présence de salmonelle dans des produits laitiers. Et le ministère de la Santé en France a pris des dispositions en ce qui concerne ces produits-là. Et on a demandé au groupe Lactalis de vouloir rapatrier ces produits, sinon de pouvoir les détruire. Ils ont demandé aux Français ou bien aux consommateurs qui ont déjà acheté ces produits-là de bien vouloir les détruire. Et ils ont quand même essayé de leur dire aussi d'aller chez leur médecin pour voir dans quelle mesure, avec quel lait on peut remplacer ce lait en question pour leurs enfants. Et donc ici, on a quand même senti au niveau du ministère de la Sécurité que très tôt on a eu l'alerte, de la santé plutôt, que très tôt on a eu l'alerte. Mais moi je suis resté sur ma soif en ce qui concerne les dispositifs mis en place pour pouvoir rapatrier les produits. Parce qu'on a dit dans le communiqué qu'on demande aux pharmaciens de pouvoir retirer les produits de leur rayon et on demande au niveau des commerçants également de pouvoir retirer les produits de leur rayon et aux consommateurs de pouvoir détruire les produits. Le ministère de la Santé n'a pas dit dans son communiqué, par exemple, qu'ils ont mis en place une cellule chargée de faire le tour des pharmacies ou des marchés pour essayer de collectionner ou bien de ramasser ces produits-là et qui sont destinés à la destruction plus tard. Et là, c'est là que je suis resté sur ma soif par rapport à ce communiqué. Bon, on salue quand même cette alerte-là du ministère de la Santé, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller au-delà et mettre en place déjà une cellule qui doit faire une sensibilisation. Parce que déjà en Europe, vous avez des cellules qui font la sensibilisation, qui disent aux consommateurs comment est-ce que vous pouvez savoir si votre enfant est contaminé à la salmonelle, c'est-à-dire quels sont les symptômes de cette contagion-là et comment ça se passe, les vomissures avec du sang et tout ça, et vers qui vous tournez en cas de ces signes-là, etc. Mais ici, on a juste sorti l'alerte, on ne sait pas comment ça se passe. Bon, peut-être que les gens même n'ont pas l'information, c'est possible que... Parce qu'on n'a pas accentué la communication. Oui. À part le fait que, voilà, on a sorti un communiqué. Voilà, les médias en parlent. Effectivement. Et donc, même au niveau de nos centres de santé, le service pédiatrique, c'est vrai, on en parle de bouche à oreille, mais il n'y a pas de cellule, il n'y a pas un point focal du ministère de la Santé en tant que tel pour accentuer la sensibilisation et faire passer l'information. Et donc déjà, par exemple, au niveau de la TBF, on peut essayer de mettre quelqu'un là-bas comme point focal qui va parler, parce que c'est là-bas beaucoup plus le bien-être familial. Oui. Au niveau de certaines cliniques où on sent une plus grande affluence en termes de pédiatrie, on peut venir là-bas au centre hospitalier universitaire, essayer d'en parler, proscrire le lait Millumel et le lait Pico aux enfants, etc. Donc, je pense que c'est des mesures qu'il va falloir prendre d'urgence pour qu'on évite une contagion. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si on a les moyens ou les capacités ou les ressources nécessaires pour faire face à une épidémie du genre. Michel, quel est votre commentaire sur ce sujet? C'est vrai que... Non, j'ai aimé la rapidité avec laquelle le ministère a réagi suite à la découverte de ces produits impropres à la consommation.
dans un passé récent, peut-être on allait peut-être tergiverser, attendre, voir, mais cette fois-ci, pour la protection de la population, le ministère de la Santé a voulu vraiment prendre le taureau par les cornes. D'abord en tout cas pendant ce communiqué qui sonne comme une alerte à la population. Et comme l'homme le disait, je ne sais pas si le ministère a par la suite mis des commissions de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas communiqué là-dessus. Voilà, c'est ce que on peut reprocher peut-être au ministère. Peut-être ils sont en train de se préparer, on ne sait pas. Nous allons peut-être vérifier. Il faut quand même que les populations soient réellement sensibilisées par rapport à la dangerosité de ces produits-là. Parce que, vous savez, lorsque des maladies commencent, ce n'est pas aussi évident qu'on trouvera rapidement des remèdes. Donc, il vaut mieux agir en amont. Les mesures préventives sont peut-être beaucoup souhaitées. Et puis, le ministère aussi doit voir comment, au niveau des sources d'approvisionnement, comment essayer de bloquer cela à partir des frontières, par exemple, bloquer l'entrée et puis voir sur le territoire national les éventuels dépôts qu'on peut retrouver et puis peut-être détruire. Oui, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de prendre un communiqué, de demander aux pharmaciens de vider leur rayon de ces produits-là. Mais il faut y aller, contrôler s'assurer que tout ça et détruire ces produits-là, et puis fermer, comme je l'ai déjà dit tantôt, les frontières pour que ces produits-là ne rentrent plus. C'est peut-être en peut-être portant des solutions à toute cette batterie en donnant en essayant de prendre ces mesures-là, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on pourra véritablement attendre, espérer que vraiment les populations sont à l'abri de tout danger. Sinon, le ministère a bien commencé et en alertant rapidement. Ça, c'est une mesure salutaire. Maintenant, bloquer au niveau des frontières pour que ces produits-là ne rentrent pas. Mais ceux qui sont déjà sur le terrain, voir dans quelle mesure les identifier, les détruire. Et je pense que après, il restera seulement peut-être au ministère de mettre une cellule de veille permanente. Il y a une question quand même banale qui nous a été posée au début de cette affaire après le communiqué du gouvernement. Nous savons, et l'homme l'a dit tout à l'heure, que c'est la France qui a révélé le problème par rapport à ce produit. Et rapidement, au Togo, ici, on a sorti un communiqué. Est-ce que le ministère de la Santé s'est assuré que le mal dont il s'agit, c'est vrai par rapport aux produits qui sont au Togo? Ou parce que c'est la France qui a dit, et juste au lendemain, on a sorti un communiqué? Non, je ne pense pas. Vous savez, les ministères de la Santé fonctionnent en synergie. Et ici au Togo, on a une direction chargée de contrer toute épidémie, comme c'était dans le cas de Ebola, où on avait une équipe qui veillait permanemment. Et donc, je pense que sur cette base, ça doit être sur cette base que le ministère, en constatant que ces produits étaient tellement dangereux pour la santé, puisque la plupart de ces produits sont destinés aux enfants. Et quand on détruit une population, comment par les enfants, c'est extrêmement grave. Et donc, je pense que c'est sur cette base que le ministère agit. Tant mieux si peut-être la France aussi, dans le cadre de la collaboration, si les autorités sanitaires françaises avertissaient les nôtres que, bon, voilà, la situation se présente comme telle et prenaient des dispositions. Mais c'est normal. Nous ne vivons pas à vase clos. Nous sommes dans une communauté, nous sommes interconnectés. Le Togo doit quand même aussi agir en tenant compte de l'environnement international. Alors, aujourd'hui, c'est les laits là qui sont contaminés, dont le ministère a dit qu'ils sont impropres à la consommation. Nous sommes en fin d'année, nous savons que sur le marché, il y a tellement de produits qui sortent du circuit. On a envie de les évacuer rapidement. Les produits qui sont périmés, qui sont quand même mis sur le marché. Alors que nous avons le ministère de la Santé qui ne dit pas grand-chose, même le ministère du Commerce qui ne dit pas grand-chose. Ça aussi, est-ce que ce n'est pas un problème auquel il faut s'attaquer?
Donc oui, effectivement. En fait, je pense qu'on est déjà aujourd'hui le 11 décembre 2017. Bien sûr. Et c'est la période souvent choisie pour pouvoir déverser beaucoup de produits sur le marché. Mais déjà, je pense qu'il y a là quelques semaines, on constate qu'il y a sur le marché, vous avez du lait, comment vous appelez ça, du lait, en fait, du lait pasteurisé, vous avez du lait en boîte, Oui. qu'on vend souvent dans les supermarchés, et avec du déguet également. Bien sûr. Vous constatez que sur les boîtes, vous constatez que dans certains supermarchés, vous avez des dates de péremption qui sont déjà passées. Et donc, les gens ne prêtent pas attention. Et par rapport à ces circuits, même, vous constatez que sur le marché, on ne met pas sur ce genre de produits autorisés à la consommation. Je pense qu'il va falloir qu'au niveau du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, que tous les produits soient estampillés, autorisés parce que, à la consommation. C'est très facile qu'un kidam chez lui à la maison fait du gaguin, comme vous venez de le dire, met ça en boîte. Et puis, lui-même, il met l'étiquette là-dessus, avec le point rouge. Enfin, Voilà, vous devez comment comprendre on le que je fait. suis passé par là aussi, pour dire que voilà la date de péremption, alors qu'aucun institut au Togo ici n'a attesté ça. Voilà, donc je pense que c'est ça le problème. Il va falloir qu'au niveau du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, de la direction de l'élevage aussi, parce qu'on parle du lait. Et voilà. Donc, qu'on puisse mettre en place une cellule pour certifier des produits qui sont autorisés à la consommation. Parce que on constate que dans les supermarchés, parce que le Togolais, souvent, quand il dit supermarché, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus clean. Oui. C'est ce qu'il y a d'authentique, c'est ce qu'il y a de sécurisé. Alors que dans les supermarchés, aujourd'hui, on constate que des gens viennent avec toutes sortes de produits, et pourvu qu'on s'entende avec le propriétaire et qu'il trouve sa part, même si c'est 50 francs sur un produit, et donc déjà, ça fait à lui faire quelque chose. Donc, chacun dépose ce qu'il veut. Vous avez comme ça des épices qui sont en sachet, vous avez du yaourt en boîte, vous avez également du chewing-gum, etc. Vous avez beaucoup de choses et des produits made in Togo également. Et donc, il va falloir qu'au niveau de ces structures-là, on puisse véritablement mettre en place une cellule qui va certifier tous les produits. Parce qu'il s'agit de la santé publique. Il faut aujourd'hui mettre en place cette cellule pour certifier tout ce qu'il y a comme produits autorisés à la consommation. En tout cas, on a une structure au niveau du ministère du Commerce qui, pour beaucoup, ne fait pas le travail véritablement. Cette structure est chargée ou est censée être sur le terrain tous les jours pour contrôler les prix, pour voir la qualité des produits qui sont vendus sur nos marchés, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on fait un rapport, on les dégage, on interpelle les auteurs ou ceux qui vendent ces produits. Mais au Togo, on n'en trouve quasiment pas. Cette structure existe, c'est au niveau du ministère du Commerce. Mais des fois, quand vous y allez, on vous dit au niveau du commerce intérieur, on n'a pas assez de moyens. On ne sort quasiment pas de la semaine pour aller sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas un problème? On est en fin d'année. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a lancé le débat sur les produits avariés. Oui. Content d'écouler en cette période de fin d'année. Oui. Tout le monde sait que vers la fin de l'année, les gens mal intentionnés profitent de la naïveté de certaines personnes pour les faire consommer de n'importe quoi. Et normalement, c'est en cette période-là que le ministère quand même du Commerce devait être beaucoup plus vigilant à travers son service dont tu parles. Je pense qu'il doit avoir un service comme ça, Oui, mais c'est peut-être le fonctionnement, peut-être ils n'ont pas assez de moyens, en tout cas roulants, pour ce qui concerne la capitale. Et puis l'intérieur du pays aussi. Vous savez, normalement, ce service-là doit être dans pratiquement toutes les régions pour essayer d'aider les populations, de protéger les populations dans ce sens-là. Mais est-ce qu'ils ont le matériel roulant nécessaire pour ça? Est-ce qu'ils ont comment vous les appelez, le personnel suffisant? Parce que ça pose aussi problème. Oui. Donc, il faut quand même que le ministère, en tout cas, les deux ministères doivent quand même s'accouder pour le ministère du Commerce et le ministère de la Santé pour essayer de faire face à cette situation. Parce que si on a mis en place un ministère chargé de la protection civile, de la protection de la population, c'est que le gouvernement est soucieux du fait qu'il faut quand même aider protéger la population contre n'importe quoi. Et donc, si ces services ne sont pas aussi fonctionnels comme cela se doit, vivement que les moyens soient mis à ces structures-là pour vraiment réagir. Ce n'est pas la peine de se plaindre alors que on n'a pas suffisamment
de moyens, que ce soit roulants ou humains, pour faire face à cette situation. Il faut que le gouvernement redouble d'efforts. Dans ce sens, normalement, les services compétents en la matière, les populations doivent les connaître. Ces services doivent se faire, les alerter. Les populations... Il doit y avoir aussi des numéros verts. Des numéros verts, voilà. Justement, ces services-là, ailleurs on fait des journées portes ouvertes, c'est pour faire quoi? C'est pour connaître les structures. Il faut quand même que ces services-là soient sûrs des populations pour qu'en cas de problème, qu'on essaie de les alerter. Parce que le gouvernement fait un effort pour nous protéger, mais nous aussi, nous avons le devoir d'aider en tout cas, donnant des informations nécessaires pour aider les gouvernants à pouvoir mieux nous protéger. Donc, il faut que ces services-là, véritablement, puissent se faire connaître des populations pour pouvoir réagir en temps opportun. Parce que si la tête dit, bon, si vous voyez un tuyau cassé, voilà ce numéro. Mais alors, il faut qu'on ait aussi un numéro comme ça, lorsque vous découvrez peut-être sur il y a des soupçons ou quelque chose, il faut qu'il y ait un numéro comme ça pour alerter. Et maintenant, il y a des techniciens en la matière, ils viendront vérifier pour voir si l'alerte que vous avez déclenchée est juste ou pas. Et en fonction de ça, ça peut les permettre de faire mieux leur travail. Et l'homme? Oui, comme Michel l'a dit. La période est sensible, en tout cas, en termes de consommation. Oui, surtout pour ces laits-là, moi je souhaiterais que le ministère de la Santé puisse déjà ouvrir une ligne verte pour que les parents qui commencent à s'inquiéter par rapport à la santé de leurs enfants puissent quand même décrire les symptômes, afin qu'on puisse savoir si c'est une pathologie liée à la consommation de ce type de lait qui circule, ou si ce n'est pas des pathologies liées à ce type de lait. Et il va falloir aussi faire une éducation, parce que d'habitude, quand on ouvre des lignes vertes, les gens appellent pour se moquer des gens, pour dire... Ouais, voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut déplorer chez la plupart des consommateurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité d'ouvrir une ligne verte, que ce soit pour signaler des cas de maladies liées à la consommation de ces produits laitiers, ou que ce soit des cas liés à la constatation des produits qui sont dont la date de péremption est déjà passée sur le marché. Donc je pense qu'il y a une réelle nécessité aujourd'hui d'aller vite, d'accentuer ce qui doit se faire au niveau de ces différentes institutions pour que nous puissions passer une période tranquille en ce qui concerne ces fêtes de fin d'année. Je voudrais qu'on aborde notre sujet, beaucoup plus le cas de Kako Nouboupo qui a été viré de l'OIF ces derniers jours. L'information avait circulé comme une rumeur et on s'en est vite aperçu que Kako Nouboupo lui-même sur son compte Twitter l'a dit, à peine voilé, évoquant ses convictions et son travail, et qu'il préfère, comme disent certains, mourir avec leurs idées qu'avec les idées des autres. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas juste que quand on critique le franc CFA, qu'on ne travaille pas pour la France? Bon, en fait, je pense qu'il faut reconnaître à Kako Nouboupo le mérite d'avoir soulevé une question longtemps restée tabou, le franc CFA. Depuis des années, le monsieur se bat contre ce qu'on appelle la servitude volontaire, comme il le qualifie. Et donc, ça irrite beaucoup de personnes, ça frustre beaucoup de personnes, ça choque certaines consciences. Il y a des gens qui aujourd'hui, comme Lionel Zinsou, comme le président Ouattara, qui aujourd'hui vous disent clairement qu'ils sont pour le franc CFA et qu'il y a une raison fondamentale de pouvoir continuer l'aventure avec le franc CFA plutôt que de dissoudre la zone CFA. Et aujourd'hui, je pense la dernière fois plutôt avec l'arrivée du président Macron sur le continent africain, beaucoup plus au Burkina Faso, vous avez suivi la réponse qu'il a donnée au franc CFA. Il a dit, pour évacuer la question, il a dit, bon, si les Africains veulent aujourd'hui sortir de la zone CFA, ils peuvent maintenant, dès aujourd'hui, sortir de cette zone. Ça veut dire qu'il a évacué la question, il n'a pas parlé du fond du débat. Bon, maintenant, sur la personne de Kako Nouboupo même, je pense que depuis des années, c'est quelqu'un qui essaie de se battre par rapport à cette question-là et essayer de dénoncer les travers de ce lien Euro-CFA et beaucoup plus les similitudes qu'il y a entre les zones CFA d'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce que par rapport à l'arrimage. Par rapport à l'arrimage, vous avez un franc CFA en Afrique de l'Ouest et un autre franc CFA en Afrique du Centre. Et c'est bien que quand vous prenez un franc CFA d'Afrique de l'Ouest, vous avez 3 ou 5 francs CFA d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on est dans cette dichotomie là au niveau de l'Afrique.
Mais par rapport aux ambitions même de M. Kakonou, moi j'ai toujours eu à dire, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je lui reconnais sa brillance par rapport à tout ce qu'il dit, son côté rigoureux en ce qui concerne l'analyse économique. Mais sur son compte Twitter, la dernière fois, je l'ai lu aussi, il a dit qu'il n'a pas d'ambition, qu'il n'a que des convictions. Moi, j'ai souri parce que d'ici là, si on doit faire un petit parcours, une analyse de ce qu'il a fait jusqu'à présent, je pense que l'ambition est grande. Et quitter le CADERT, déjà pour arriver au gouvernement, c'est une ambition. Quitter le gouvernement pour aller à l'OIF, c'est déjà une ambition. Quitter l'OIF, et maintenant, je ne suis pas sûr qu'il va revenir au CADERT. Il va aller encore de l'avant. Et donc, ça, ce sont des ambitions. Bon, plutôt, il aurait pu, dans une certaine mesure, si tant est qu'il n'a pas d'ambition, il aurait pu garder son CADERT au plan local et développer ses activités. Vous voyez, et donc s'il dit qu'il n'a pas d'ambition, bon, moi je dis, bon, en tout cas, c'est un bon politique, hein, ça fait partie du parcours. Parce que j'ai toujours dit que Kakonou... En même temps, on pourra comprendre ce qu'il a envie de dire. Quand il dit que lui, il n'a pas d'ambition, il a des convictions, on comprend aisément ce qu'il veut dire. Bon, on comprend premier degré. En tout cas, moi... il veut mourir avec ses idées qu'avec les idées des autres. Oui, moi je l'ai compris au premier degré. Il faut aller au fin fond de ce qu'il a dit, parce que les ambitions, on sait ce dont il s'agit. Être directeur exécutif du CADERT, qui a développé beaucoup de choses au Togo, et qui, parce que le CADERT vivait bien, il faisait ses activités, il a organisé un grand forum, on a invité quand même beaucoup de personnalités dans le monde économique togolais et africain. On quitte le CADERT, on va au gouvernement, c'est déjà une ambition. On quitte le gouvernement, on va à l'OIF, c'est une ambition. On va à Oxford, c'est une ambition. Donc ça, il n'est pas en train de regresser, il est en train de progresser. Et donc, s'il accepte des postes comme ça veut dire que ce sont des ambitions. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans le reste parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître au monsieur ce courage-là. Et j'ai appris, pas plus tard que ce matin, qu'il a envie de porter plainte contre l'OIF pour rupture abusive de contrat. Parce qu'on lui aurait demandé d'abord, selon des informations rapportées par la lettre du continent, on lui aurait demandé de démissionner, une démission négociée. Oui. Il a refusé et on l'a licencié. Donc, il aurait saisi son avocat pour qu'on puisse poursuivre l'OIF pour rupture abusive de contrat. Michel, Kakonou, il n'est pas le premier quand même à payer les frais de ses idées sur le franc CFA. Oui, et il ne sera pas le dernier aussi. Kémy Séba, on a vu ce qui lui est arrivé à Dakar. Il ne sera pas le dernier aussi. Oui, sûrement. Sûrement. Mais ce que moi, comme l'homme le disait, il faut... Kakonou, c'est-à-dire que sur le plan intellectuel, sur le plan économique, c'est quelqu'un qui est clair, qui fait ses analyses avec hauteur. Et il a toujours démontré qu'il maîtrise la matière. À chaque fois qu'on lui a donné l'occasion, il a prouvé au monde, à l'opinion nationale et internationale, qu'il est capable de faire face aux problèmes économiques, de proposer beaucoup de choses. On l'a vu au niveau du CADERT, avant d'aller au ministère, en tout cas, avant de rentrer au gouvernement, avec le ministère chargé de la prospection des politiques, de la prospective des politiques publiques. Mais je pense qu'à son âge et à son niveau, quand on est intellectuel, je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter de réfléchir comme on est un jeune étudiant qui sort de l'université. Et il faut analyser tous les contours, toutes les implications. Parce qu'au-delà de le franc CFA, il ne faut pas qu'il voit seulement l'économie. C'est la politique aussi. C'est beaucoup plus politique avant d'être économique. Et il le sait. Mais maintenant, parce que je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand l'ancien président Sékou Touré a demandé directement à De Gaulle, qui était à Conakry, qu'il veut l'indépendance en 58, si je ne me trompe pas. Et De Gaulle a dit, mais l'indépendance, prenez-la. Ils ont pris leur indépendance. Vous avez vu ce qui s'en est suivi. Les Français se sont retirés. Mais, plus que ça, les bateaux de bananes, comment vous les appelez, de papaye, d'ananas, tout là, on a laissé ça pourrir au port de Marseille. Les bateaux provenant de Guinée. Provenant de Guinée. Et donc, tout le monde a su. Jusqu'à présent, la Guinée paie toujours. En tout cas, cette rébellion-là, entre griffes, elle paie toujours ça. Et donc, vous voyez aujourd'hui, la Guinée a sa propre monnaie.
on vous donne 100 000 Guinéens, ça ne fait pas 5 000 Togolais. Donc vous comprenez? Aujourd'hui, je pense qu'au-delà du fait que le professeur Mboupa a de belles idées, il doit, en tenant ses propos, tenir compte de la politique que la France, je ne dis pas de marier ou bien d'avaler tout ce que la France, par rapport à son économie, avance. Non, il a appris dans les temples beaucoup de choses qu'il peut aussi faire valoir. Il est en train d'expliquer comment le franc CFA aujourd'hui devient un poids pour les Africains. En même temps, aujourd'hui, mais la France, un débat démocratique. Démocratique, oui. Alors, finalement, on pourra dire que la France n'est pas si démocratique que ça. Si des gens peuvent être licenciés par rapport à leurs convictions politiques et économiques, il doit avoir un problème. On prêche autre chose, mais il y a des réalités derrière, Elon m'a dit quelque chose par rapport à ce que Macron dit quand il était à l'université de Ouagadougou. Je l'ai suivi en direct. Quand il disait que mais si aujourd'hui le président Kaboré veut sortir de la zone, il n'y a pas de problème. Mais il y a problème. Vous savez, quand vous rentrez dans un supermarché, vous voyez 2 boîtes de conserve. Sur la première, l'étiquette, c'est en français. L'autre, c'est en arabe. Dans la conscience collective de nous qui avons, en tout cas, l'éducation basée sur le français, quand vous allez vous diriger directement sur la boîte bien sûr, sur laquelle l'étiquette est en français, et la boîte sur laquelle l'étiquette est en arabe, vous aurez l'impression même que cette boîte est fabriquée par des terroristes. Et mieux même, vous allez juger cette boîte comme une bombe. Ça veut dire que le français même nous a formaté une conscience par rapport à l'économie. Et donc, le simple fait de dire, si vous voulez sortir de la zone franc, mais on ne sort pas de la zone franc en laissant la France en français. On sort de la zone franc et le français de la France. Nous l'avons toujours. Ça veut dire que le président français en le disant, l'homme a bien dit, c'est une évacuation. Il a juste évacué. Mais le problème est là. Et donc, la France sait qu'avec la langue, nous sommes scotchés par rapport à l'économie. Et par rapport à ce franc-là, ils savent que dans ce rapport, ils tirent un intérêt incommensurable. Et donc, toutes les politiques à la tête de la France ont toujours fait attention lorsqu'il s'agit de cette question. Je pense que nous pouvons actuellement aller sur, je pense que ça doit être le président tchadien qui est sur la même voie que lui. Peut-être lui va lui trouver un emploi. Idriss Déby qui n'a pas le courage. Le courage Mais sur cette question, vous l'écoutez, non? Parce que mais la dernière fois, quand il a eu la visite du ministre de l'économie français, il n'a pas eu le courage de pouvoir lui tenir tête par rapport à cette question de franc CFA. Dans tous les cas, nous, je pense qu'il doit faire attention. Oui, en même temps, est-ce que ce n'est pas normal que quand on critique la France et le franc CFA, qu'on ne travaille pas pour la France? Le fait simple qu'il soit là-bas, est-ce que ce n'est pas contraire quand même à ses convictions, finalement? Bon, vous savez, avoir des ambitions est une chose et savoir avoir des convictions en est une autre. J'en ai parlé tout à l'heure. Il a dit qu'il a des ambitions et qu'il n'a pas d'ambition et qu'il n'a que des convictions. Mais à des moments donnés, on constate que les ambitions et les convictions font une. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir... qu'il est à la francophonie. Voilà, c'est-à-dire il est parti du CADERT et personne n'a compris comment il est arrivé au gouvernement avec son franc-parler. On l'a constaté au Togo à chaque sortie de M. Kakone. Et on savait qu'il n'allait pas durer. Voilà, il essaie de critiquer ses collègues du gouvernement et il s'en prenait ouvertement comme ça aux politiques mises en place par le gouvernement, ce qui ne devrait pas se faire parce que quand vous appartenez à un gouvernement, tout ce que vous pouvez faire comme observation, c'est en interne. Et donc, sur la place publique, comme ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ou soit vous restez membre de la société civile, vous faites vos critiques, ou soit vous êtes au gouvernement, vous vous taisez. Parce qu'on ne peut pas être au gouvernement. Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Voilà, donc, sur ce point-là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait lui reprocher. Maintenant, au niveau de la francophonie, vous avez parlé tout à l'heure du Tchad, mais le Tchad
à quelqu'un d'un citoyen qui est président de la Commission de l'Union africaine. Oui. Et voilà, donc c'est le Tchad même seul qui sait comment il est arrivé à obtenir ce poste, alors que le Kenya et le Sénégal étaient en pole position. Macky Sall était convaincu que le professeur Bathily sera président de la Commission de l'Union africaine. Et pour ça, le président Macky Sall en veut à plusieurs chefs d'État aujourd'hui parce qu'ils l'ont roulé. Ils l'ont roulé, ils lui ont dit oui, et puis au finish, ils ont choisi le Tchadien. Y compris le Togo. Voilà, y compris le Togo. Et donc, ça fait que sur la scène internationale, des gens disent, mais vous ne comprenez pas exactement leur position. Aujourd'hui, le Tchad, c'est vrai, on parle tout le temps du Nord, que le franc CFA, il faut combattre et tout ça. Mais Déby sait ce qu'il veut. Déby sait ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, le Tchad envoie le plus gros contingent militaire au niveau de toutes les opérations sur le continent. Et aujourd'hui également, au niveau du Tchad, on sait ce qu'il y a comme pétrole, etc. Donc, il y a des intérêts forcément qui sont en jeu. Au Togo, on n'a pas tout ça. Et c'est vrai que, bon, la destination n'est pas aussi balèze que le Tchad. Mais par rapport à Kako Mboupo, personnellement, moi, je pensais qu'au lendemain de son limogeage au niveau du gouvernement, il pouvait revenir au cadet. Mais je vois qu'il se dit que le cadet est maintenant petit pour lui. Et il est parti à Oxford. Oui. Et il a pris Il y est toujours. Il y est toujours. Voilà. Il a enseigné à Oxford. Il a été nommé directeur de la francophonie économique, je crois, hein, oui, à l'OIF. Oui. Mais moi, je me rappelle quand j'étais à Golf Info encore à l'époque, on avait publié une tribune signée de 3 économistes africains, donc Kako Mboupo, qui a critiqué la même francophonie par rapport à sa position sur le franc CFA. Comprenez? Oui, parce qu'il s'agit bien sûr du franc CFA. Oui, voilà. Et il a critiqué, il a dit que la francophonie ne peut pas aujourd'hui être un instrument économique. Il a dit ça, Kako a dit ça dans sa tribune. Et donc, je m'étonne que lui, il accepte maintenant, il est accepté à un moment donné d'être le directeur de la francophonie économique de l'OIF. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que, bon, quand il dit qu'il n'a pas d'ambition et tout ça, moi je ris. Il faut bien faire le lien de tout ce qu'il a eu posé comme acte jusque-là pour savoir s'il a des ambitions ou s'il a des convictions. Le même qui a critiqué la francophonie par rapport à son truc d'économie, c'est le même qui a accepté le même poste qu'il a critiqué. Le directeur de la francophonie économique. Et donc, je pense qu'il y a un souci de cohérence par rapport à ce que M. Kako Mboupo fait, un souci de cohérence, mais par rapport au débat sur le franc CFA, je pense qu'on est tous catégoriques là-dessus. Cette monnaie-là aujourd'hui ne permet pas à nos économies d'émerger. Tout ce qu'on a comme plan de développement, le plan Sénégal émergent, PSE 2030, vous avez Togo Vision 2030, encore faut-il que ça existe encore. Vous avez les 3 aires nigériens, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et tous ces plans de développement et d'émergence aujourd'hui, on se pose la question de savoir finalement comment est-ce qu'on peut se développer ou aspirer à l'émergence en ayant une monnaie, franc CFA, fortement arrimée à l'euro. C'est-à-dire que, à la limite, c'est une illusion. La vraie question liée au franc CFA, est-ce que ce n'est pas un problème de gouvernance interne de nos pays, de nos nations? Non, mais... De la capacité de nos dirigeants eux-mêmes à gérer leur pays. Oui, dans une certaine mesure. Mais la monnaie reste une question fondamentale. Vous savez, le premier élément de souveraineté d'un pays, c'est le budget. Le budget, c'est la monnaie. Si vous n'avez pas votre budget, vous n'êtes pas souverain. Vous ne serez jamais souverain. Et aujourd'hui, toutes les économies qui ont le franc CFA en partagé, qui sont fortement arrimées à l'euro, n'ont pas une souveraineté sur leur monnaie. Vous vivez à 70% de l'aide extérieure. C'est ce qui se passe. Le Sénégal vit à 70% de l'aide extérieure. Le Togo vit de l'aide au développement. Et vous avez un peu partout sur le continent toutes ces puissances occidentales qui nous financent. L'Union africaine vit à 80% du budget de l'Union européenne. 70. Et voilà, vous avez un siège qui est construit par la Chine. Mais écoutez, c'est des éléments basiques. Le budget, c'est le premier élément de souveraineté. L'une des raisons fondamentales de l'assassinat de Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963, c'était quoi? C'était la monnaie. C'est-à-dire qu'au lendemain, c'est-à-dire je pense que c'était le 14 ou le 15 quand vous lisez Feu Atucha Gobli, le 14 ou le 15 janvier 1963, le Togo devait avoir sa propre monnaie en tant que modèle colonie modèle de l'Allemagne. Et le Mousta Colonie. Donc le 13, il y a eu l'assassinat. Et donc il a expliqué dans son livre, j'oublie un peu le titre, je pense que c'est Sylvanus Olympio, un destin, j'oublie un peu le titre. Et quand vous lisez le livre, il a expliqué que l'une des raisons fondamentales de l'assassinat de Sylvanus Olympio par la France, parce qu'il dit, c'est la monnaie, parce que le Togo voulait avoir sa monnaie le 14 janvier 1963. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous comprenez aisément pourquoi la monnaie reste un sujet tabou au niveau du continent. La France ne voudra jamais donner à l'Afrique ou à la zone CFA son indépendance économique. C'est un sujet vaste. C'est vrai qu'on l'a évoqué au moment où les activistes africains étaient au fond, où
deux pieds joints dans ce débat. Mais encore un élément sur Kakoun Boukou avant de passer à autre chose. Est-ce que finalement, on pourra dire que l'homme est victime de son ouverture d'esprit? C'est vrai, on l'a enlevé de cadette pour le gouvernement. Son franc-parler l'a fait quitter le gouvernement. Il va à Oxford, revient au niveau de la francophonie. On se rend compte aujourd'hui que son franc-parler, beaucoup plus sur la question de France CFA, le fait virer. N'est-il pas finalement victime de son intelligence, de son ouverture d'esprit? Non, moi je ne pense pas. C'est pourquoi je pense que tu me reposes la même question. L'ouverture d'esprit, il l'a, tout le monde le sait. Mais lui-même, selon l'environnement, le contexte dans lequel il doit quand même tenir compte de ça. Aujourd'hui, vous savez, on l'oppose. Généralement, on oppose à ceux-là qui disent que l'Afrique est victime de... En tout cas, ceux qui utilisent ceux qui sont dans la zone franc, ces pays-là sont, en tout cas, victimes de cette monnaie-là. Et c'est pourquoi le développement n'est pas véritablement ce qu'on devait attendre. Mais on dit, mais d'autres ont leur propre monnaie, mais ils ne sont pas aussi riches. Ils ne sont pas plus riches que les autres. Et tu l'as effleuré, tu disais que est-ce que ce n'est pas un problème de gouvernance? Si nos gouvernants arrivaient à mieux faire pour que les populations à la base puissent, en tout cas, se sentir beaucoup plus à l'aise, est-ce qu'on va penser à mener ce combat qui, ma foi, est un peu dur, en tout cas, par rapport à ce que nous voyons? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Kakoun Boukou, son problème, c'est qu'on ne l'intéresse pas d'avoir une liberté d'esprit, une liberté de penser, mais il doit tenir compte de là où il est avant de prendre des positions. Ça, c'est clair. Il n'est pas le premier, on l'a dit ici, il ne sera pas le dernier. Mais je pense que, vous savez, il y a l'ancien ministre de la Communication, Ferdinand, l'écrivain, qui a longtemps passé son temps à critiquer Paul Biya, à dire qu'il doit être les propres, mais finalement, il est rentré au gouvernement de Paul Biya. Parce qu'à un moment donné, il a compris que non. Au-delà du fait, ce qu'il a il vit comme intellectuel, ce qu'il a comme idée, tout ça là, mais il mourra sans servir grand-chose. Il faut quand même, à un moment donné, en dehors de votre liberté de penser, allier ça à la responsabilité lorsqu'il s'agit de faire face à une situation donnée. C'est ce qui manque jusqu'à présent à Kakoun Boukou, parce qu'il parle toujours comme il était un jeune étudiant. Il faut quand même, c'est un homme d'un certain âge qui a un niveau donné. Oui. Il doit comprendre l'environnement dans lequel il vit et pour pouvoir faire profiter ce qu'il a aux autres. Sinon, par rapport à cette question, comme on le disait, tout le monde sait que le franc CFA nous crée des ennuis aujourd'hui. Mais pour le moment, la France tient le bon bout. Parce que quand vous introduisez les chefs d'État qui consomment le franc CFA, mais vous aurez rarement, comme les Idriss Déby, qui peut-être tiennent un peu tête en disant non, franchement, il faut quand même qu'on revoie cette monnaie-là. Sinon, le reste, bon, ils sont là, ils observent pour le moment. Mais ce qui est sûr, à partir du moment où le débat est dehors, oui, ce qui est sûr, au fur et à mesure que nous avançons, peut-être les jours à venir, nous dirons si vraiment c'est possible de soulever la montagne. Très bien. Alors, tout à l'heure, on va parler politique avec les prochaines discussions. Le gouvernement, en conférence de presse jeudi dernier, a annoncé ou a fait étalage des mesures prises pour décrisper la tension politique dans le pays. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, ce programme de réparation tel que le HCRUN l'a annoncé depuis quelques jours également, 137 victimes bénéficieront d'un accompagnement financier et d'une prise en charge psychomédicale à partir de demain. C'est quand même une bonne nouvelle quand même pour ces Togolais sélectionnés pour bénéficier de ces mesures d'indemnisation. Alors, la grande question pour certains qui parlent aussi, est-ce que cela veut dire que la réconciliation sera totale à partir de ces faits et gestes? Bon, je pense qu'ils ont commencé quelque part, grâce aux recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la mise en place du HCRUN
vient comme une institution qui doit résoudre la question de la réconciliation en essayant de mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Mais moi, l'opportunité même de cette phase d'indemnisation me pose problème. C'est-à-dire qu'on a passé du temps, on pouvait le faire, on pouvait démarrer depuis. Et c'est vrai que la commission n'avait pas les moyens, le HQ n'avait pas les moyens de sa politique. La présidente l'avait dit à l'époque que pour le moment, elle n'a pas les moyens à sa disposition pour entamer le processus. Mais maintenant, la période choisie, personnellement, me pose un problème dans la mesure où aujourd'hui il y a une crise politique dans le pays et qu'il y a des débordements de part et d'autre à chaque jour qu'il y a une manifestation de l'opposition. Donc, il y a des blessés, il y a même des morts, etc. Et donc, avoir ça en face, et d'un côté, et avoir de l'autre une commission qui est en train de réparer. C'est-à-dire qu'on ne facilite pas la tâche à nos amis du HCRUN. Oui, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que la période, je pense que le HCRUN pouvait essayer de faire économie de cette période-là. Parce que la période est sensible. C'est-à-dire que tout ce qu'on a comme mort d'homme, tout ce qu'on a comme blessé... C'est pas aujourd'hui qu'on a programmé quand même à réparer les victimes. Oui, c'est ce que je dis. Mais reporter à chaque fois, jusqu'à quand? Non, j'ai dit que le gouvernement pouvait mettre à la disposition du HCRUN des moyens un peu plus tôt. Parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas encore de manifestation. On suivait tous le HCRUN dans ses travaux. On a quand même suivi la tournée nationale. Et en ce moment, il n'y avait pas encore de problème. Et donc, les manifestations démarrent le 19 août 2017. Et ça a plongé le pays dans un chaos total. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'approche du dialogue, je pense qu'il y a une accalmie. C'est à part les manifestations des 13, 14 et 16, je pense que quand on va démarrer le dialogue, il y aura une accalmie. Donc, si parallèlement on pouvait profiter de cette accalmie pour essayer de faire les choses, ce sera bien. Mais la façon dont les choses se présentent, ça va être difficile. Parce que les populations de l'intérieur, quand il y aura manifestation à Sokodé ou dans les villes de l'intérieur, ils feront comment pour descendre? Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une crise qui s'installe. Des gens qui sont déboussolés. Vous avez chaque jour des gens qui sortent. Vous avez des blessés. Vous avez des morts d'hommes. Vous avez une présence militaire dans certaines villes du pays. Vous avez un cordon de gendarmes et de policiers un peu partout dans la capitale. Vous avez des chars, vous avez des jeeps, etc. Mais quand vous voyez ça, vous êtes victime d'une violence politique dans le pays il y a quelques années. Quand vous voyez cela et qu'on vous dit de descendre à Lomé pour vous faire réparer, est-ce que vous pouvez avoir le courage de descendre? Surtout que vous avez traversé cette même situation il y a quelques années. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème par rapport à la période choisie par le HCRUN pour le faire. On pouvait faire économie de cette période-là. Attendre 2018, on a les moyens, oui. Mais écoutez, c'est une question de temps aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas nous demander au même moment de réparer des gens qui vont avoir peur ou bien qui ont peur de la même situation qui s'est produite il y a quelques années. Parce qu'il y a les garanties de non-répétition. Parce que la CVJR a dit. Donc, si aujourd'hui ça se passe comme ça, ça pose un problème pour le HCRUN. Je pense que ça serait vraiment difficile pour le HCRUN de pouvoir le faire. Mais on va attendre de voir. De toutes les façons, dans les prochains jours, ça va démarrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne facilite pas la tâche au HCRUN. Mais voilà. Donc, demain, je pense que demain, ça démarre le 12 décembre 2017. Bien ça sûr. va démarrer, on va voir. Michel, quel est votre avis sur ce sujet Non, moi, je ne trouve pas de problème par rapport au démarrage de cette phase d'indemnisation, parce que on aurait pu commencer ça beaucoup plus tôt que maintenant, parce qu'il y a des gens qui attendent. Mais si on commence ça maintenant, moi je dis seulement bravo à la commission, parce que ce n'est pas parce que nous vivons des problèmes actuellement que les gens ne mangent pas chez eux. Les gens mangent, et donc ça veut dire qu'il y a la vie. Et s'il y a la vie, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on doit faire. Et d'une manière rapide, parce que, vous savez, de 2005, en tout cas de 58 à 2005, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a des gens, des victimes vulnérables qui peut-être à tout moment peuvent clamser. Et donc, il faut sauver les gens. Les gens ont des séquelles, tout ça là, on ne peut pas attendre une période propice pour ça. Il faut agir. Et la HCRUN veut déclencher le processus à partir de demain. Et la dernière fois, il l'a annoncé. Moi, j'ai trouvé que c'est une bonne chose. Le gouvernement aussi a vu que les choses avancent. Il faut quand même agir vite. Seulement, ils ont une enveloppe de 2 milliards. Ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est juste après en tout cas... 2 milliards, c'est presque insignifiant. Oui, mais il faut débuter. Par rapport oui, mais il faut débuter.
ça va être peut-être une phase expérimentale à partir de je pense que ça fait 137 élèves vulnérables. Oui, 137. Oui, et juste après, à partir du moment, parce qu'on attendait que ça commence, il faut que ça commence. Et si le Ashkouroun a mis les moyens, est prêt maintenant pour aller à cette phase d'indemnisation, je pense que c'est une bonne chose et il revient au gouvernement d'accompagner en injectant encore des moyens pour continuer à vraiment faire, en tout cas, soulager toutes ces victimes-là. Alors, on ne peut pas, parce qu'actuellement nous vivons une certaine situation, on ne peut pas dire qu'il faut attendre. Il n'y aura pas un temps propice, il n'y en aura pas. Il faut agir et je trouve que le Ashkouroun, parce qu'ils attendaient les moyens, maintenant c'est bon, ils l'ont dit, ok, en avant. Mais le gouvernement doit être derrière pour les couvrir en essayant de mettre le reste de l'enveloppe. On le disait, le gouvernement ou la classe politique qui ne facilite finalement pas la tâche au Ashkouroun avec les scènes de violence qu'on a connues, les morts d'hommes sur l'ensemble du territoire. Est-ce que le Ashkouroun n'a pas aussi un rôle à jouer finalement dans cette crise-là pour apaiser les cœurs, pour qu'il ne soit pas obligé, n'est-ce pas, d'intervenir peut-être après 10 ans, pour qu'on remette encore en place notre commission justice et vérité, pour qu'après des recommandations et qu'on mette en place un autre Ashkouroun, pour que le travail recommence, un travail décisif. Est-ce que Awa Nana et son groupe n'ont pas un rôle à jouer aujourd'hui, ici et maintenant? Bon, personnellement, personnellement, je pense que le Ashkouroun a une mission, une feuille de route bien définie. Et ce sera difficile d'excéder ce cahier de charge parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un truc imprévu. La crise politique actuelle, c'était imprévu. Donc, mais en même temps, à quoi bon travailler pour une réconciliation si au même moment, eh bien, il y a encore des facteurs, n'est-ce pas, qui contribuent à annihiler presque le travail qui est fait sur le terrain. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que la période choisie pour démarrer cette phase d'indemnisation de victimes est mauvaise. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui, dans cette crise politique, choisir cette période-là pour indemniser les gens qui, on sait, doivent venir aussi de l'intérieur. Parce que moi, je parle en pensant aux populations de l'intérieur. Parce qu'on a demandé au chef canton de faciliter l'accompagnement de ces victimes vers Lomé pour une prise en charge médicale d'abord et ensuite financière. Donc, ça me pose un problème par rapport à la période choisie. Maintenant, par rapport même au Ashkouroun, je pense que c'est le gouvernement qui est comptable, sinon le chef de l'État. Ça dit qu'aujourd'hui, si la réconciliation réussit, c'est à l'actif du chef de l'État. Et si ça échoue aussi, c'est à l'actif du chef de l'État. Et donc, c'est devant le peuple, lorsqu'il aura à remettre en jeu son élection, son fauteuil, que le peuple va décider si oui ou non ça a été une réussite ou un échec. Et donc nous, personnellement, l'analyse que nous sommes en train de faire par rapport à la situation, c'est juste pour dire que nous sommes, personnellement, que la période est mal choisie. Maintenant, si le devoir ou bien la mission du Ashkouroun qui a été confiée par le gouvernement à l'équipe de Awa Nana doit pouvoir excéder la réparation ou la prise en charge médicale, c'est le gouvernement qui doit le dire. Parce que le Ashkouroun ne peut pas aujourd'hui se lever de son propre chef pour parler d'une crise qui n'est pas inscrite à son calendrier. Et là totalement, elle sera sortie de son cadre. Maintenant, si par contre, on parle de la médiatrice de la République en tant qu'institution, et je pense qu'Awa Nana aussi l'a dit la dernière fois, qu'elle a aussi des missions dans le cadre de son c'est de pouvoir régler des soucis entre l'administration et l'administré. Bon, ça c'est un autre débat, parce que si on commence maintenant, on ne va pas s'en sortir. Donc je pense que par rapport à ça, le Ashkouroun a pour mission de pouvoir réparer, de pouvoir prendre en charge et les victimes, etc. Donc je pense que dans ce cadre-là, elle va pouvoir faire son travail, sauf que c'est la période choisie qui pose problème, parce qu'il y a d'autres problèmes aujourd'hui sur le tapis et qu'il faudra régler, et les gens ne sont pas véritablement concentrés sur ce qui se passe au niveau du Ashkouroun. C'est ça que moi je regrette. Non, ça n'est pas vrai. Si vous étiez victime, vous ne pouvez pas tenir ce langage. Non, mais si vous étiez victime, vous ne pouvez pas dire que Michel, actuellement les gens ne sont pas concentrés. Oui. Les gens attendent cette phase-là depuis des mois. Si j'étais victime et que j'étais à Mango, et que j'étais à Mango maintenant, et que je vois tout ce qui se passe. Mais non, attends, ce n'est pas tous les jours qu'on marche au Togo. Oui, on ne marche pas tous les jours. Je ne refuse pas, mais des gens sont psychologiquement... On ne marche pas tous les jours. On ne marche pas tous les jours. Et on ne peut pas, non, psychologiquement. C'est pourquoi je dis, parce que tu n'es pas victime, c'est pourquoi tu penses comme ça. Si tu es victime, mais il y aura des temps d'accalmie, ça va permettre, le Ashkouroun ne va pas, le jour où il y a marche dans une préfecture, aller dire, les victimes venaient. Non, il y aura un temps pour ça. C'est des gens responsables au Ashkouroun qui sauront s'organiser, ils auront un programme,
un calendrier bien clair pour agir. Moi, je voulais dire que ceci. Oui, rapidement. Oui. Avant la pause. Vous savez que je pense que la Madame Mawanana porte aussi la casquette de. Oui, la médiatrice de la République. Oui. Mais dans ce sens-là, c'est peut-être là-bas qu'on devait aussi voir si elle pouvait, par rapport à la situation où nous vivons, parce qu'on a tellement attendu. Peut-être elle le fait, on n'est pas au courant. Par rapport à la situation, est-ce que nous ne pouvions pas agir? C'est aussi une opportunité pour elle. Elle pouvait écouter les protagonistes de la crise, par exemple, voir ce qu'elle est en mesure de donner, comme, en tout cas, encore faut-il qu'on la fasse confiance aussi, des deux côtés. Et donc, mais sur ce plan, je ne maîtrise pas très bien. Je ne sais pas si elle a tenté de pouvoir rapprocher le point de vue des acteurs politiques. Mais elle pouvait agir dans ce sens-là. Taxi FM. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements. À plusieurs fois, on a noté le déplacement des acteurs politiques, beaucoup plus de l'opposition à l'extérieur du pays, soit pour rencontrer Alpha Condé, soit pour rencontrer le président ghanéen John Akufo-Addo. Alors aujourd'hui, le gouvernement évoque prendre des mesures pour peut-être permettre à ce que les discussions soient possibles. Outre cela, les émissaires du gouvernement ont annoncé que le gouvernement entend créer très prochainement un cadre où les partis politiques seront appelés à venir verser leurs propositions pour une sortie de crise. Et la réponse du berger à la bergère, comme on dit souvent, c'est que l'opposition dit que le gouvernement aujourd'hui se pose en médiateur alors qu'il est protagoniste de la crise. Quelle est votre analyse globale, Elom Atisogwe, sur ce sujet? Bon, j'étais à la conférence de presse du gouvernement. J'ai suivi également la sortie médiatique de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et moi, je ne voudrais pas, comme d'habitude, m'inscrire dans une analyse de la position des uns des autres. Je voudrais seulement appeler les deux positions, le gouvernement et l'opposition, à s'entendre sur l'essentiel avant d'aller au dialogue. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai suivi le ministre Bara ce matin sur une antenne de la place. Il a parlé de la disposition du gouvernement à pouvoir aller véritablement vers la table de discussion en envoyant des consultations, enfin des invitations à des partis politiques pour pouvoir être consultés. Et je pense que les invitations sont déjà parties depuis vendredi. Et il a dit également que ces consultations ne sont pas synonymes d'une invitation au dialogue. Et que, bon, c'est vrai qu'on peut consulter des gens, mais que ça ne donne pas le ticket d'emblée définitivement pour la table de discussion. Est-ce que la coalition dit, est-ce qu'on ne peut pas la comprendre aussi en ce moment, en ce faisant, est-ce que le gouvernement ne se pose pas en médiateur? Non, personnellement, je ne pense pas que le gouvernement se pose en médiateur. Mais écoutez, pourquoi forcément avoir un médiateur autour de la table avant de s'asseoir? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre Togolais, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Parce que les gens qui viennent chez nous et qui essaient de résoudre la crise, ils ont également des problèmes chez eux. Alpha Condé, la Guinée brûle aujourd'hui. Et Nana Akufo-Addo, chez lui également, il a à cœur de développer. Et le Ghana, rappelez-vous de ce qu'il a dit quand il est arrivé au pouvoir. Il a dit qu'il voudrait démontrer aux Ghanéens par A plus B qu'ils ont tort en ne l'ayant pas choisi comme président un peu plus tôt. Donc, je pense que le monsieur vient pour pouvoir faire un certain nombre de choses, mais qu'il est inquiet de la situation qui se passe au Togo. Donc, je pense que les médiateurs ont aussi des choses à faire chez eux, ce qui explique le fait que le Ghana est obligé d'envoyer des émissaires chaque jour au niveau du Togo. Mais au niveau de la coalition, je pense qu'on a toujours à redire par rapport à ça. C'est-à-dire, on a envoyé les émissaires ghanéens, on dit non, que telle personne a fréquenté avec le président de la République, on ne veut pas de lui. Telle personne, il est président de l'Union africaine, il est ceci, cela, on ne veut pas de lui. Finalement, on préfère quoi? On veut quel média? On veut que le pape descende lui-même? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis qu'il va falloir qu'à un moment donné, les gens puissent véritablement dire ce qu'ils veulent afin qu'on puisse dialoguer. Parce qu'on n'a pas envie de traîner cette situation pendant longtemps. On a envie que, quand on se lève, on sache qu'il y a la paix. Parce qu'économiquement, le pays va mal. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Même au niveau de la presse, on le ressent. On sait que le pays va mal. Bon, maintenant, il faut trouver une solution pour s'asseoir et résoudre les problèmes. Si, entre Togolais, on s'assoit, on discute et qu'on constate que les points qui ont été retenus n'ont pas été mis en œuvre, on constate et on agit en fonction.
Mais si aujourd'hui, parce qu'on a parlé de l'APG, l'accord politique global, on a eu un facilitateur en la personne de Blaise Compaoré et qui a essayé de résoudre le problème. Une personnalité qui a été critiquée aussi à l'époque pour sa prise de position envers Lomé par l'opposition et qui a également conduit le processus jusqu'à la signature de l'accord politique global. Et après la signature de l'accord politique global, il y a eu quand même une certaine réticence de l'opposition du côté de l'UFC beaucoup plus, qui a critiqué la nomination du Premier ministre qui revenait à M. Agbouibo. Et donc ensuite, il y a eu le départ de M. Blaise Compaoré du pouvoir par la rue. Et l'accord est aujourd'hui tombé dans le vide parce que l'accord a dit que si les uns les autres ne s'entendaient pas sur les modalités d'application, c'est le facilitateur qui intervient. Mais le facilitateur n'est plus là. Bon, maintenant, qui va faire la facilitation? Et donc, ce sont des choses comme ça qu'il va falloir revoir aussi au niveau des prochains dialogues. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui vont essayer de jouer à la médiation, mais qui demain ne seront plus au pouvoir et dont l'accord va en partie par rapport à leur non-disponibilité ou à leur absence du pouvoir. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse s'entendre, s'asseoir et discuter véritablement par rapport à ce que les uns et les autres veulent. Le droit de vote de la diaspora, je pense que c'est aujourd'hui une question fondamentale en ce qui concerne l'élection, que ce soit présidentielle comme les élections législatives. C'est une question fondamentale, le droit de vote de la diaspora. Le mode de scrutin à 2 tours, je pense que c'est aujourd'hui une question fondamentale. Et comment on appelle la limitation des mandats, je pense que c'est également une question fondamentale. Et donc, 3 points essentiels pour qu'on puisse véritablement s'asseoir et débattre des sujets politiques et communs. Maintenant, par rapport au cadre, parce que là aussi c'est un autre problème, qui seront autorisés à participer au dialogue? C'est ça, c'est le débat. L'autre question, Michel, quel est votre commentaire par rapport à ce qu'on a assisté ces derniers jours, jeudi et vendredi dernier? Non, je pense que maintenant le chemin est balisé pour le dialogue. Le gouvernement a suffisamment montré sa bonne foi. Oui, le gouvernement a montré sa bonne foi. Ce n'est pas peut-être ce n'était pas la première mesure le vendredi, la libération des 2 imams. Souvenez-vous, le gouvernement avait déjà libéré 42 personnes, remis les motos saisi lors de la marche, lever l'inculpation financière, judiciaire de Jean-Pierre Fabre. Maintenant, le siège a été levé aussi à Sokodé. Voilà, donc c'est des mesures. Le gouvernement, en tout cas, lorsque vous regardez très bien, le gouvernement a suffisamment montré sa bonne disposition à aller à ce dialogue-là. Le reste, il se pourrait même que bien avant le début même du dialogue, il y aurait peut-être d'autres mesures. Et donc, il faut aujourd'hui que le gouvernement, l'opposition quand même, vraiment prenne conscience que l'heure est arrivée à aller à ce dialogue-là pour que la tension au pays puisse se retomber. Oui, parce que on ne peut pas aujourd'hui... vous savez, avant la prise ou l'arrestation de l'imam de Sokodé, selon ce que les 2 bords nous ont dit, tout était prêt pour le dialogue. Quand même, il y avait des gens en prison, notamment ceux qui sont détenus dans le cas des incendies, et puis ceux qui sont arrêtés depuis les manifestations du 19 août. Donc, malgré ça, ils étaient prêts à aller au dialogue. Et on a pris les imams et tout est capote. Maintenant qu'on a libéré, on a pris certaines mesures avant la libération. La dernière fois, les ministres étaient devant la presse, ils ont parlé, et juste le lendemain, on a libéré les 2 imams. Je pense que le gouvernement, c'est des preuves palpables, tangibles, que le gouvernement veut quand même qu'on aille à ce dialogue-là, parce que ça traîne trop. Aujourd'hui, moi je me dis que c'est tout doit être du côté du facilitateur actuellement, parce que on souhaiterait que le dialogue Oui, mais depuis que le président ghanéen est arrivé ici à Lomé, qu'au lendemain, le gouvernement sortit un communiqué annonçant des discussions prochaines. On ne fait que dire très prochainement, il y aura du dialogue. Prochainement, il y aura du dialogue. Mais le dialogue ne vient jamais. Mais ça veut dire que peut-être la réticence, ce matin, était beaucoup plus du côté de l'opposition, qui avait des préalables. Surtout quand vous écoutez Jean-Pierre Fabre, il y a une litanie de préalables. Et progressivement, le gouvernement est en train de les lever, de lever, en tout cas un à un, ces préalables-là. La libération des 2 imams, vendredi. Voilà, puisque ça faisait partie aussi des préalables. Et je trouve que aujourd'hui, par ces mesures-là, le temps est venu à aller. Le gouvernement dit qu'on est en train d'envoyer des invitations pour des consultations. Bon, que ça évite.
bon, ça va prendre combien de temps pour ces consultations-là? Il faut quand même ça aille vite parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et si vraiment le dialogue là démarrait, ça va permettre quand même que la tension retombe et que l'économie, puisque certains signaux disent que l'économie est rouge, donc ça va permettre le pays de pouvoir avancer en attendant que les acteurs politiques trouvent une solution durable à la crise que nous vivons actuellement. En tout cas, le confrère, le correcteur ne partage pas vos avis sur le sujet et évoquant même le vrai faux dialogue annoncé, le gouvernement qui affiche ses intentions. Ça, c'est son avis. Bien sûr, Oui. vous avez émis vos avis aussi tout à l'heure. J'essaie juste de relever l'avis du confrère, le correcteur, qui pense que le gouvernement, justement, en énumérant ces points, eh bien, essaie juste de vouloir tromper la vigilance des esprits faibles. En tout cas, nous espérons que très prochainement, les acteurs se mettront autour d'une table pour pouvoir discuter. Alors, vous avez peut-être en chutant évoqué l'autre sujet qui peut-être aussi, on ne l'espère pas, hein, en tout cas, prochainement crisper encore les tensions, c'est qui seront autour de la table de discussion. Est-ce qu'on mettra tout le monde autour de la table de discussion? Oui, mais c'est la question. C'est-à-dire que bien mal celui qui sera véritablement dit qui sera autour de la table de discussion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gens en face, la coalition des 14 partis de l'opposition qui continue de mobiliser un monde impressionnant dans les rues. Est-ce que toutes les formations politiques appartenant à la coalition des 14 seront invitées à venir discuter avec le gouvernement? Et est-ce que des partis extra-parlementaires et qui ne participent pas aux activités de la coalition des 14 partis seront à la table de discussion? Mais il y a beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, toujours est-il que les uns et les autres ont leur avis à donner sur la crise qui secoue actuellement le pays. Si on doit s'en tenir exclusivement au cadre parlementaire, je pense qu'il y a 2-3 partis de l'opposition juste qui sont invités à la table de discussion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas seulement se cantonner aux formations politiques parlementaires. Il va falloir ouvrir le champ aux formations politiques extra-parlementaires qui ont également leur mot sur la question. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de dialoguer sans quand même associer le PNP qui est dans les rues et qui a quand même entamé les mouvements de contestation. Il va falloir qu'on puisse associer le PNP à la table de discussion afin de pouvoir prendre langue avec les responsables de ce parti pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Au même titre que le PNP, d'autres partis également de l'opposition qui sont membres de la coalition et qui souhaiteraient également participer à ce dialogue. Et que d'autres partis comme, je prends des partis qui ne participent pas à la coalition des 14 partis de l'opposition, comme Obu, qui donne son avis sur la question, mais qui ne participe pas à la coalition des 14, comme d'autres partis également, qui sont là, mais qui ne participent pas aux manifestations. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la question fondamentale. On attend de voir exactement qui sera autour de cette table-là pour mieux apprécier, mieux analyser les forces en jeu. En tout cas, pour l'instant, au niveau de la coalition, on ne semble pas vouloir donner leur avis, son avis sur la question de ceux qui seront autour de la table de discussion par rapport donc à ceux qui ne font pas partie de la coalition de 14 partis politiques. Michel, vous pensez que ça pourrait être un autre sujet de blocage dès l'annonce de la discussion? Non, pourquoi? Je pense que tout doit être... Il y a des discussions préalables, non? Il y a, avant la discussion proprement dite, il y a, comment l'appelle-t-on? Il y a des commissions préparatoires. Il y a une commission préparatoire. Voilà, c'est à ce niveau-là, toi et moi, nous ne faisons pas partie de cette commission-là. Donc, ceux qui sont là-bas, c'est à eux de voir avec le facilitateur. Partie d'une commission quand même. Voilà, donc on ne peut pas a priori deviner qui sera là où les acteurs politiques se connaissent. On sait qui vaut quoi dans ce pays, qui est capable. Il y a des gens que vous voyez, il y a des gens. C'est pourquoi j'ai écouté le ministre Baora ce matin. Le gouvernement a dit quand même depuis le début que ça va être une discussion exclusive. Inclusive, oui, justement. Mais il y a des gens peut-être qui ne seront pas à la table de discussion, mais dont l'apport sera pris en compte aussi. Puisque j'ai écouté avec plaisir le ministre Gilbert Baora ce matin qui disait que, puisque c'était une réponse fondamentale par rapport à une question de notre confrère. Il disait en substance que la consultation n'est pas synonyme d'invitation au dialogue. Ça veut dire que par rapport aux acteurs, il y a des gens dont on veut des apports, on les consulte, mais au moment venu, on sait avec l'aide du facilitateur, on sait ceux qui seront autour de la table
discussion. Et donc, ça veut dire que d'une manière globale, les opinions des uns des autres seront traitées à des niveaux donnés. Et au finish, il faut que tout ça là, ça réagisse sur le bouquet final qui pourra être accepté par tous et faire relancer effectivement le pays. Donc, pour le moment, moi, honnêtement parlant, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ceux qui iront là-bas. Puisque on connaît la scène politique, on sait le nombre de partis politiques, mais tout le monde, mais tant bien même on parle de discussion inclusive, tout le monde, tous les partis politiques ne seront pas autour de la table. Donc, il y aura un schéma directeur sur lequel la commission préparatoire va s'appuyer pour pouvoir dégager, que ce soit du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, ceux-là qui seront à même d'être autour de la table de discussion. On suivra tout cela si tout marche bien selon les indiscrétions. Toutes ces questions seront donc évoquées. Donc le dialogue sera donc tenu d'ici la fin de ce mois de décembre. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui pour que la calme puisse arriver. Même pendant ce temps, l'opposition maintient toujours sa pression populaire. Non, ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde est en train de, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, tout le monde est en train de carburer pour aller au dialogue. Bon, quand on me dit pression, je ne sais pas quel genre de pression encore aujourd'hui. L'opposition a suffisamment fait de la démonstration. Que ce soit l'opinion nationale ou internationale, on sait ce qu'elle a pu faire depuis le 19 août. Mais aujourd'hui, le gouvernement est résolu, est engagé à aller au dialogue pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir en tout cas, qu'est-ce qu'on peut récolter à partir des discussions. Mais il vaut mieux quand même observer un temps de pause quand même pour pouvoir permettre à l'État, au pays de fonctionner correctement, que de vouloir encore programmer des marches dont on dit pour maintenir la pression. Non. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va encore parler de pression. Ils ont mis la pression. Le gouvernement a voulu discuter. Mais à partir de ce moment-là, il va falloir quand même que... c'est vrai que c'est un droit pour l'opposition de marcher, mais il faut quand même... Par rapport au contexte. Au contexte, il faut quand même le bon sens. Il faut alléger. D'abord en tout cas, abandonnant progressivement leur marche, c'est une manière aussi, un gage, une manière de dire à l'opinion nationale internationale que nous sommes prêts, nous voulons aussi dialoguer comme le gouvernement le dit. Maintenir la marche, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Bon, en tout cas, le confrère L'éveil de la Nation, vendredi dernier, dans ses colonnes, évoquait le fait que même dans la coalition des 14 partis politiques, il y a deux courants sur cette question de manifestation. Au moment où les discussions, où le comité préparatoire est en train de travailler pour les prochaines discussions. Et là, vous avez peut-être une idée là-dessus? Non, bon, par rapport à ces discussions préparatives, ces discussions, on n'a pas une idée précise là-dessus. Bon, on va attendre de voir comment les consultations vont se dérouler. Parfait. Et je pense qu'au fur et à mesure que les partis politiques qui sont invités aux consultations vont participer et à cette phase-là, on va avoir une idée de qui sera qui sont autour de la table de discussion. Donc on va attendre de voir comment ça va se passer, les propositions de ces partis politiques pour sortir de la crise, et on va analyser le cadre à l'aune de ces consultations. Alors, on a encore quelques minutes pour évoquer le cas d'UNIR, le parti qui se structure petit à petit. Après le congrès du parti à Tchévié, on a vu les femmes il y a quelques semaines, disons quelques jours, une dizaine de jours à Palimé. Et puis le week-end, vendredi dernier précisément, à Dapaon, on a vu que les jeunes se sont aussi organisés. Et à la tête de la jeunesse du parti aujourd'hui, c'est Malik Nachaba, l'ancien directeur de la SALT, franchement débarqué, qui prend la tête de la jeunesse de UNIRA. Alors, que se passe-t-il finalement au niveau de UNIRA? Il y a un cas déjà, le secrétaire exécutif qui a quitté son poste en tant que fonctionnaire de l'État. Il quitte son poste, il vient prendre le secrétariat de son parti. Malik, qu'on débarque de la SALT, il vient prendre la jeunesse de UNIR. Non, l'autre a pris
d'abord le secrétariat avant de sortir. Donc, il a démissionné. Bon, est-ce qu'il a démissionné? On l'a changé. Bon, c'est par décret, non? C'est par décret qu'on l'a remplacé, qu'on l'a déchargé. Voilà le juste mot. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Non, souci en quoi? Le parti, comme les responsables même le disent... pas un parti État. Non, pourquoi? Mais le fait que quelqu'un soit à un poste, on le décharge pour qu'il prenne, en tout cas, la présidence d'une aile marchande de UNIR, en quoi ça devient un parti État? D'abord même... Je pose une question. Non, je trouve que c'est ça qui est... C'est pour dire que... Mais si moi, j'ai observé une chose. Monsieur Acholi a été élu secrétaire exécutif. Et quelques jours après, on l'a sorti de son poste de directeur de cabinet. Parce qu'on estime que c'est incompatible. Bon, je ne sais pas trop, mais peut-être que le parti veut que ceux-là qui... peut-être celui-là, comme par rapport à sa charge, peut-être qu'il ait le coup de franche pour pouvoir travailler pour le parti. Bon, peut-être c'est une idée que je me fais. C'est la même chose parce que pour Malik aussi, qui a été... Acholi a été recruté par l'État. Enfin, au secrétariat des ministères, on n'est pas recruté par l'État. C'est pas pour l'État. Non. Mais écoute, il est secrétaire d'un parti politique, mais il avait un poste politique, on l'a déchargé de ce poste pour qu'il s'occupe des affaires de son parti. Bon, le problème se pose où? Moi, je pense que le parti, à entendre ses responsables, veut se moderniser. Et si c'est le chemin à emprunter, je trouve qu'ils sont sur une bonne voie. Bien. Et alors, quel est votre avis sur le sujet? Non, je pense que, comme l'a dit Michel, ça c'est interne au parti. Et je pense que c'est quand même des choses à encourager. Si aujourd'hui, parce qu'on constate qu'il y a des gens qui cumulent des fonctions, qui sont à la fois à la tête des partis politiques et qui ont des postes de responsabilité lourds, et aujourd'hui, il va falloir faire la part des choses. Parce que gérer un parti, c'est pas petit. Déjà, avoir un secrétaire général, c'est pas petit. Le cas aussi d'Adédier aujourd'hui. Oui, on doit revoir. Oui, vice-président du MIR, qui a en charge la régie financière du Togo. Dans une certaine mesure, parce que en fait, déjà la gestion d'un parti, c'est pas facile. C'est-à-dire en ce qui concerne les militants, tout ce qu'il y a comme beaucoup de choses à gérer. Et déjà, je pense que d'abord avec le limogeage de Malik Nathiaba, on n'a pas vu venir cette élection à la tête de la jeunesse unie, mais je pense qu'aujourd'hui les choses se sont précisées et entre temps on a eu des bruits de couloir comme quoi ça sera lui, etc. Mais finalement ça s'est précisé et il ne faut pas perdre de vue le rôle important qu'il a joué également dans le premier congrès statutaire du parti Attiévier. Il a été quand même l'un des éléments, l'un des organisateurs de ce congrès également. Et également au niveau de M. Acholi qui est devenu secrétaire exécutif d'UNI et qu'on a enlevé du poste de directeur de cabinet, je pense que c'est des choses, ça c'est interne au parti, je le dis encore une fois, mais je pense que c'est des choses qu'il faut encourager. Il ne faut pas laisser des gens qui vont se sentir inutiles là des postes et qui vont plutôt prioriser des postes plutôt qu'on a vu M. Aïdam qui était vice-président du parti et qui était ministre délégué. Et vous avez constaté que ça... Enfin, en interne, ils ont critiqué eux-mêmes que, bon, ça ne permettait pas au parti de pouvoir faire certaines choses. Et M. Aïdam ne pouvait pas être ministre délégué et en même temps, c'est le vice-président du parti, il était plus orienté vers le gouvernement que vers la résolution des problèmes du parti. Et donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau du parti, en interne, c'est leur cuisine, mais je pense que c'est des initiatives qu'il faut encourager au niveau de tous les partis politiques pour que véritablement on puisse se consacrer à la gestion de la chose publique de façon objective. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le parcours avec nous dans notre taxi. Nous allons vous permettre de descendre très tranquillement. Merci beaucoup, Elom Atisogwe. Merci, Eric. Merci. Michel Kaga. Merci beaucoup. Merci également à Emmanuel Afenambe qui a été le réalisateur de Taxi Presse de ce lundi. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Eric Gato. Bonne journée. À très bientôt. 93.1 Taxi FM.